pour définir les prix, par exemple, on a 3 personnes. C'était juste un exemple simple pour que vous puissiez comprendre. C'est le cultivateur des tomates. Et le deuxième personne, c'est le cultivateur des pommes de terre. Et le troisième personne, c'est le cultivateur, par exemple, des oranges. La personne, c'est-à-dire le cultivateur des tomates, veut les oranges. Mais ne voulait pas les tomates, elle voulait les pommes de terre. Et le cultivateur des pommes de terre ne voulait pas les oranges, il voulait les tomates. Donc, pour que le cultivateur des tomates peut prendre les oranges, elle doit échanger. Et après, elle va échanger les pommes de terre contre les oranges. Donc, on a 2 prix relatifs. Le premier prix, c'est les tomates contre les pommes de terre. Et le deuxième, c'est le tomate, c'est les pommes de terre à un bien, c'est-à-dire tomates, pommes de terre, le riz, le blé, ainsi de suite, pour que les échanges soient opérationnels. Donc, on a besoin de n fois n moins 1 sur 2 prix relatifs. Le premier rapport, le deuxième, le troisième, c'est-à-dire le premier, c'est entre les tomates et les pommes de terre. Le deuxième, c'est entre les pommes de terre et par exemple, le blé. Et ainsi de suite. Donc, n fois n moins n produits. Par exemple, n, on a dans une économie on a des produits donc ainsi cette monnaie marchandise tient de sa nature de la valeur intrinsèque de la marchandise, c'est-à-dire la valeur intrinsèque. Lorsqu'on a une monnaie marchandise, par exemple le sel, c'est-à-dire à travers, c'est-à-dire on a dans la société et dans la maison, on a besoin du sel. C'est la valeur intrinsèque du sel, c'est-à-dire on l'utilise dans la préparation des repas et ainsi de suite. Une valeur intrinsèque est une valeur propre au bien en question. Le sel a une valeur intrinsèque résultant de sa capacité à salir les aliments. Les outils ont une valeur intrinsèque qui résulte de leur utilisation en qualité d'outil. Par exemple, le bétail, lorsqu'on a dans une société où il y avait le bétail comme une monnaie marchandise, c'est-à-dire le propriétaire de ce bétail-là peut, c'est-à-dire l'utiliser pour avoir de la viande, et ainsi de suite. C'est la valeur intrinsèque, c'est-à-dire c'est la valeur liée à son utilisation. La monnaie marchandise a cette valeur-là. Avec le développement des échanges et l'extension de la division du travail, on assiste à l'apparition d'un nouvel instrument de paiement qui devient plus qu'indispensable. C'est la monnaie métallique. Lorsqu'on dit la monnaie métallique, c'est le métal. C'est le cuivre, la bronze, fer, l'or, argent, et ainsi de suite. Donc, au départ, il s'agit des métaux archaïques. Par exemple, le cuivre, le bronze et le fer, caractérisés par leur abondance et leur poids lourd. Ce qui a provoqué par la suite leur substitution par des métaux précieux, à savoir l'or et l'argent. Ces derniers ont joué un rôle primordial dans les échanges du fait de leur rareté. Au départ, la société utilisait le cuivre, le bronze, le fer, et à cause, c'est-à-dire de leur poids lourd, par exemple, une personne qui voulait
acheter une vache, il doit, il doit emporter avec lui, c'est-à-dire un grand sac c'est-à-dire de pièces en cuivre, ou là, en bronze ou là, en fer. C'est lourd. Donc c'est lourd et ça permet aussi de faire, ça ne permet pas c'est-à-dire une sécurité pour la personne qui le possède. Et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle, après, avec le développement de la société, on assiste à la substitution de ces métaux-là avec l'or et l'argent, parce qu'ils sont rares. C'est un bien économique. Donc, la monnaie métallique. En général, la monnaie métallique est une monnaie dont la valeur se définit par rapport à un ou plusieurs métaux. Il s'agit en général de l'or et de l'argent. Chaque pièce frappée contient ainsi une valeur intrinsèque. La valeur de son métal proche ou égale à sa valeur faciale. Par exemple, au départ, chaque pièce frappée, une pièce d'or ou une pièce d'argent, c'est-à-dire la valeur de cette pièce-là correspond à la valeur qu'on peut avoir c'est-à-dire avec le poids de ce métal-là. Par exemple, une pièce de 200 grammes, par exemple, je dis n'importe quoi, 100 grammes, ou 50 grammes, on peut même dire 10 grammes. 10 grammes. Une pièce de 10 grammes, ça permet d'acheter, par exemple, cette pièce-là, c'est-à-dire, par exemple, cette pièce-là, avec cette pièce, on peut acheter, par exemple, une vache. Donc, mais si on a juste le métal brut, avec 10 grammes, on peut acheter cette vache-là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que la valeur qui permet, au départ, qui permet la monnaie métallique, c'est-à-dire que la valeur est liée au poids de les pièces frappées du métal. Est-ce que vous m'entendez, Zine? Oui, merci. Donc on continue. Il s'agit en général de l'or et de l'argent. Chaque pièce frappée contient ainsi une valeur intrinsèque, la valeur de son métal proche ou égale à sa valeur faciale. Faciale, c'est-à-dire la valeur nominale. Par exemple, la pièce, aujourd'hui, la pièce de 2 dirhams. Donc cette pièce-là, sa valeur faciale, c'est 2 dirhams. C'est-à-dire, avec cette pièce, on peut acheter un produit qui veut 2 dirhams. Mais sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire la valeur de ce métal-là, peut-être qu'il ne correspond pas à 2 dirhams. Le métal avec lequel on a fabriqué cette pièce de 2 dirhams. Peut-être qu'il veut 50 centimes ou la chaîne. C'est comme ça. La valeur intrinsèque, c'est lié au poids du métal. La valeur faciale, c'est la valeur nominale, c'est-à-dire c'est la valeur des produits c'est la valeur des produits qu'on peut acheter avec la pièce. Donc, les avantages de la monnaie métallique. La divisibilité, c'est-à-dire avec les pièces de métal, on a une monnaie divisible. 3 pièces, 4 pièces, on peut acheter 1 kilo de pommes de terre avec 3 pièces, on peut acheter 1 kilo de tomates avec 2 pièces, ainsi de suite. C'est la divisibilité. Chaque pièce a une valeur qui dépend linéairement de son poids. Il suffit de combiner les pièces entre elles pour obtenir le bon poids dans la valeur précise de l'échange. À l'époque où la société utilisait la monnaie métallique, par exemple, par exemple, une propriétaire d'une maison, lorsqu'il voulait vendre cette maison-là, supposons c'est-à-dire qu'il demandait c'est-à-dire un prix de, par exemple, 1 kilo d'argent. Donc la personne qui voulait acheter cette maison-là, elle doit rassembler donc les pièces qu'on utilise c'est-à-dire dans les échanges pour constituer 1 kilo,
et facilement il peut, c'est-à-dire acheter cette maison. Parce que la valeur intrinsèque de la pièce représente la valeur faciale d'elle. Là, donc, par exemple, les pièces d'or, les pièces d'argent. La monnaie est ainsi facile à manipuler, c'est-à-dire une personne qui voulait acheter des maisons, une ferme, il suffit juste c'est-à-dire d'emmener une petite caisse pleine d'or, il peut, c'est-à-dire facilement acheter ce qu'il veut parce que l'or a une valeur très importante dans la société, et ainsi de suite. Donc, unilatérabilité. L'or comme l'argent ont des caractéristiques physiques qui perdurent dans le temps, c'est-à-dire ce sont des produits rares et toujours ils conservent leur valeur dans le temps. Même actuellement, l'or, quand même, il a une valeur très importante. Malléabilité. Malléabilité peut être frappée facilement, c'est-à-dire facilement de constituer ses pièces avec la frappe. Ici au Maroc, qui frappe la monnaie, c'est Darska. Darska, c'est une institution, c'est-à-dire institution de Banque Maghreb, chargée de frapper la monnaie et de faire les billets et aussi les pièces. La rareté, les quantités d'or et d'argent dans le monde évoluent de manière assez stable. Toujours, elles sont rares. C'est la raison pour laquelle, au final, c'est-à-dire dans le développement de la société, elles adoptaient, c'est-à-dire l'or et l'argent comme une monnaie métallique. C'est-à-dire toujours dans la forme de la monnaie métallique. Elle est composée de 3 formes de systèmes. Maintenant, les systèmes, c'est dans la société où il y avait l'utilisation de la monnaie métallique, le passage ou l'évolution, c'est-à-dire de cette monnaie-là, a passé par 3 systèmes. Le premier système, c'est à étalon parallèle, c'est-à-dire à étalon parallèle. Dans la société, il y avait, c'est-à-dire l'utilisation du cuivre, du bronze, l'or, l'argent, parallèle. Toujours, on a le cuivre avec l'argent, avec l'or, sont utilisés comme des monnaies métalliques. Et après, on aura le bimétallisme, c'est-à-dire il y avait juste 2 métaux, et tu le mono, c'est-à-dire on a une seule monnaie métallique, c'est l'or. On va voir ça. Le système à étalon parallèle. Dans le cadre du système, plusieurs métaux archaïques précieux sont utilisés simultanément comme un instrument de paiement. La valeur intrinsèque de ces métaux les rend naturellement plus aptes aux fonctions monétaires. Les pièces frappées à base de ces différents métaux vont servir d'instruments de circulation. Paiement permettant d'éteindre les dettes, c'est-à-dire paiement des dettes, paiement des biens, l'achat des biens, la vente, ainsi de suite. La société utilisait, c'est-à-dire ces métaux-là, pour faciliter les échanges et c'est-à-dire comme un moyen c'est-à-dire une unité de valeur, comme un moyen d'épargne, et ainsi de suite, comme une monnaie. Mais c'est-à-dire cette monnaie-là contient plusieurs métaux. Le cuivre, c'est-à-dire le cuivre, le bronze, le fer, l'or, l'argent, ainsi de suite. À étalon parallèle, c'est-à-dire on a plusieurs métaux utilisés dans les échanges. Regardez, les inconvénients de ce système-là, c'est la variation de la valeur commerciale des métaux. Par exemple, en Europe, on a, c'est-à-dire une pièce d'or veut 4 pièces d'argent et 10 pièces de cuivre. Et si on, par exemple, en Amérique latine, c'est-à-dire une pièce d'or veut, par exemple, 10 pièces d'argent. On n'a pas ce rapport, c'est-à-dire homogène entre la convertibilité ou contre les valeurs de ces métaux-là. La variation de la valeur commerciale des métaux. Chaque unité est définie isolément par un poids de métal respectif.
une unité en or ne fait pas l'équivalent d'une unité en bronze et en argent. Par exemple, c'est-à-dire dans des espaces, c'est-à-dire dans des places, on n'a pas cette convertibilité entre l'or et l'argent. Par exemple, le propriétaire d'une vache, lorsqu'il voulait vendre cette vache-là, elle demande son prix en or. Même c'est-à-dire que vous avez l'argent, vous ne pouvez pas acheter avec la vache parce qu'elle demande l'or. L'absence de rapport légal entre les différents étalons. On n'a pas un rapport légal entre ces étalons-là. Tous ces inconvénients ont engendré le déclin du système à étalons parallèles et l'apparition d'un système bimétallique, c'est-à-dire bimétallique, deux métaux. Il est composé de trois formes de système. Non, c'est le système bimétallique est un système basé sur l'utilisation des deux métaux, à savoir l'or et l'argent, comme monnaie légale. Ce système répond aux caractéristiques suivantes. Un pouvoir libératoire illimité, c'est-à-dire un pouvoir libératoire illimité. Vous pouvez faire des achats n'importe où, et c'est-à-dire selon l'espace et le temps, avec ces monnaies-là, l'or et l'argent. Une frappe libre dans l'hôtel des monnaies, c'est-à-dire ce n'est pas l'autorité, mais au départ, il y avait des hôtels de frappe, c'est-à-dire des places où on a les spécialistes qui se chargent de frapper la monnaie, c'est-à-dire de faire les pièces. Un rapport légal entre les valeurs respectives des deux métaux. Et on a un rapport entre, c'est-à-dire l'or et l'argent. Par contre, dans le système, dans le premier système, il n'y avait pas ce rapport-là entre les métaux. Et c'est-à-dire, et dans ce système-là, il y avait une loi, une fameuse loi, c'est la loi de Grisham, la mauvaise monnaie chasse la bonne, c'est-à-dire, c'est lorsque dans un pays circulent deux monnaies, dont l'une est considérée par le public comme bonne et l'autre comme mauvaise, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Par exemple, regardez, pour que vous puissiez comprendre facilement cette loi-là. Supposons qu'on a l'or et l'argent. Et puisque l'or est précieux et il a une grande valeur, les commerçants toujours préfèrent de stocker l'or et payer les achats ou le paiement des services ou les charges avec l'argent. Dans le marché, il y avait juste l'argent. C'est la raison pour laquelle on dit la mauvaise monnaie, c'est l'argent qui chasse la bonne. La bonne, elle est conservée, elle est épargnée par les propriétaires. Le système monométallique. Le système monométallique. C'est-à-dire, on a juste un seul métal comme une monnaie métallique. Est un système basé sur l'utilisation d'un seul métal comme moyen de transaction. Ce système adopte l'or ou l'argent selon les pays. Les États-Unis et la Grande-Bretagne, on a l'étalon or et l'utiliser l'or. Cependant que les pays d'Extrême-Orient, comme la Chine, l'Inde, c'est-à-dire ils utilisaient l'argent. Suite à la surproduction, c'est-à-dire suite à la découverte des nouvelles mines d'argent, ce métal, c'est-à-dire l'argent, s'est fortement déprécié. Il a perdu sa valeur. C'est comme, c'est-à-dire, on peut dire que lorsqu'on a l'inflation, ça veut dire que la monnaie perd sa valeur. Et aussi, lorsqu'on a trop c'est-à-dire d'argent, l'argent perd sa valeur. Il a été déprécié.
dans tous les pays. Ceci a entraîné la monnaie absolue, c'est l'or. Il s'agit de l'apparition d'un système à étalon or. Ce système exige que chaque pays ne doit pas émettre une quantité de billets par la suite, des billets, c'est-à-dire c'est la monnaie fiduciaire, excessive par rapport à leur stock d'or. On va voir ça lorsqu'on va discuter la monnaie fiduciaire. Toujours dans la monnaie métallique. Donc l'école de banque, Banking School fondée par Tolk et Flood. Maintenant, on va discuter, c'est-à-dire la partie théorique derrière la monnaie métallique. L'émission des billets doit répondre. On a deux écoles. L'école de banque et on a Currency School. C'est-à-dire, elle adopte que l'émission des billets doit répondre aux besoins de l'économie. Les billets sont une forme de crédit à l'économie. Les billets par rapport à l'or. Ces partisans souhaitent supprimer la couverture des billets par des stocks de monnaie métallique, ce qui revient à abandonner peu à peu la conversibilité. Au départ, il y avait cette conversibilité, c'est-à-dire on peut convertir les billets contre l'or. Par exemple, j'ai un billet, c'est-à-dire un billet par exemple, des pièces d'or. Je peux, c'est-à-dire la convertir contre les pièces d'or. La deuxième école, les billets ne doivent être qu'un substitut de la monnaie métallique. Leur émission ne doit pas être libre. Selon cette deuxième école, des écoliers l'émission, c'est-à-dire on dit les pièces, c'est la frappe. Et les billets, c'est l'émission. Dans ce cas, émet les billets et frappe les pièces. Et il doit correspondre aux variations du stock de métal que possède la Banque centrale. La banque ne doit pas abuser de son pouvoir d'émission parce qu'on ne doit pas émettre ce qu'on voulait comme billets de banque et les injecter dans l'économie. Ça va créer l'inflation. Et lorsqu'on a l'inflation, c'est l'augmentation des prix. On aura une perte du pouvoir d'achat. Et ça va créer les problèmes. C'est les faillites et la crise, le chômage, ainsi de suite. Nous avons déjà discuté ça dans la première séance. Elle doit au contraire la réglementer, c'est-à-dire que selon cette école-là, l'autorité qui s'occupe de l'émission des billets contre la monnaie métallique, contre l'or, elle doit réglementer la quantité des émissions par rapport à la valeur de l'économie. D'ailleurs, c'est le rôle maintenant de la Banque centrale. Mais au départ, il y avait juste l'hôtel de frappe, c'est-à-dire, ce n'était pas au départ officiel. Tous les fondateurs de cette école affirment que tout excès de billets en circulation entraîne l'inflation, c'est correct. Maintenant, c'est la monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire, fiduciaire signifie confiance. Ça veut dire la monnaie sur le papier. Mais un billet de 200 dirhams, c'est-à-dire la valeur de ce billet-là, il est lié à la confiance que, c'est-à-dire les personnes qui échangent ces billets-là dans l'économie, c'est-à-dire à ce billet-là, à ce morceau de papier. C'est une monnaie qui n'a plus de valeur intrinsèque. Par contre, par exemple, les pièces d'or, ou c'est-à-dire le sel ou la lada, et là, cette valeur intrinsèque, c'est-à-dire c'est lié à l'utilisation, lié à ce qu'on peut faire avec cette monnaie-là.
met un billet de 200 dirhams? C'est juste un morceau de papier, mais basé sur la confiance et la garantie de l'autorité qui est l'émettre. C'est la Banque centrale. La monnaie fiduciaire, en latin fiducia, signifie confiance, est une monnaie qui n'a plus de valeur intrinsèque. Sa valeur ne repose que sur la confiance qu'ont les individus dans les institutions qu'elle émet. Cette monnaie a donc une valeur résultant uniquement de l'utilité que représente sa fonction pour les individus qui l'utilisent dans les échanges. Elle comprend la monnaie divisionnaire, c'est les pièces, et les billets de banque émis par la Banque centrale. Ici au Maroc, c'est la BAM, Banque du Maghreb. Le billet de banque a connu une évolution. Au départ, il y avait un cours légal, c'est-à-dire accepté par tous comme moyen de paiement convertible en or. Par la suite, il obtiendra le cours forcé qui interdit le remboursement, c'est-à-dire la convertibilité en or. C'est logique. Par exemple, maintenant même que vous possédez par exemple 10 000 dirhams, vous pouvez pas, c'est-à-dire aller vers la Banque centrale et demander la convertibilité de ce 10 000 dirhams par rapport en or. C'est faux. C'est interdit. La notion de convertibilité. La convertibilité d'une monnaie est la possibilité d'une monnaie d'être librement échangée. La convertibilité en or, c'est la possibilité pour tout porteur d'une monnaie de l'échanger librement en or. La convertibilité générale, c'est la possibilité pour tout porteur d'une monnaie de l'échanger librement contre les devises, contre des devises étrangères. C'est la convertibilité générale. La convertibilité externe, c'est la possibilité pour les seuls non-résidents d'échanger librement une monnaie contre des devises étrangères. C'est-à-dire les Français, les Américains, les Italiens, entrés définitivement c'est-à-dire au pays, c'est-à-dire à leur pays natal. Donc, ils demandent, c'est-à-dire ils cherchent la convertibilité externe, c'est-à-dire convertir la monnaie nationale contre les devises et les ramener. La monnaie scripturelle. La monnaie scripturelle tire son nom de la forme sur laquelle elle est matérialisée. Il s'agit d'une écriture. C'est quoi une écriture? C'est, par exemple, le chèque, ainsi de suite. C'est juste une écriture sur un morceau de papier. Mais c'est une monnaie. Pourquoi une monnaie? Avec un chèque, je peux acheter des marchandises. Je peux payer les dettes. Donc, on a déjà dit que les fonctions de la monnaie, c'est un intermédiaire d'échange. Avec le chèque, je peux faire les échanges. Unité de valeur, ça veut dire que lorsque je mets dans le chèque 10 000 dirhams, je peux acheter des produits avec 10 000 dirhams qui ont une valeur de 10 000 dirhams. C'est-à-dire un moyen d'épargne, je peux garder ce chèque, par exemple, qui a une valeur de 10 000 dirhams et l'utiliser demain ou après-demain, et ainsi de suite. Donc, la monnaie scripturelle tire son nom de la forme sur laquelle elle est matérialisée. Il s'agit d'une écriture dans les livres des banques sous forme d'une ouverture de compte à un client donnant naissance à un dépôt qui est une reconnaissance de la dette de la banque envers son titulaire. Envers son titulaire. Donc cette monnaie-là sert à payer les créanciers de la banque. Le transfert d'un compte à un autre se fait par l'intermédiaire des instruments appelés les supports de la monnaie. Par exemple, le virement,
l'ordre de virement. C'est quoi l'ordre de virement? Ça veut dire qu'une personne qui est un propriétaire d'un compte peut demander à sa banque c'est-à-dire de faire un virement de son compte vers un compte d'une autre personne, et ainsi de suite. Donc, les supports de la monnaie peuvent être définis comme suit. Le chèque, qui constitue un titre émis par une banque ou un autre organisme assimilé, permet à une personne de retirer de l'argent. C'est-à-dire, avec le chèque, je peux retirer l'argent selon la valeur indiquée dans ce chèque-là. Elle est aussi un ordre adressé par une personne lorsque, c'est-à-dire une personne qui est le tireur, c'est la personne propriétaire du chèque lorsqu'il a signé. Donc, elle donne l'ordre à la personne porteur, c'est-à-dire de tirer de l'argent. Un établissement, une banque nommée tirer, de payer une personne déterminée à une tierce ou une tierce personne appelée bénéficiaire ou porteur du chèque. L'ordre de virement est un moyen très simple permettant au titulaire d'un compte de donner ordre à sa banque de prélever une somme de son compte et de la faire porter au compte du bénéficiaire. Les prélèvements automatiques, elles permettent d'effectuer certains règlements en électricité, gaz, téléphone, ainsi de suite. Par exemple, moi, j'ai un compte bancaire et j'ai des charges à payer au début de chaque mois, par exemple l'électricité ou le gaz ou le loyer, ainsi de suite. Je peux donner, c'est-à-dire l'ordre à ma banque de prélever chaque mois une somme d'argent et la verser, soit l'électricité ou le loyer, ainsi de suite. Automatiquement, chaque mois, c'est-à-dire la banque peut faire cette opération-là. Le détenteur d'un compte de dépôt peut donner ordre à sa banque de payer les quittances qu'il lui présentera à l'organisme concerné. L'opération va se réaliser suivant une formule spéciale d'une manière continue.